Et donc, j'ai le plaisir de dire à tout le monde que je suis très heureux d'accueillir Vincent Durlac, que je connais depuis le siècle dernier, on va dire ça comme ça. On se connaît depuis très longtemps et il a mené une brillante carrière à Reims. Et donc, il a mené un groupe de consensus et de recommandations sur la lipoprotéine petit a. Et je crois qu'il n'y a pas de personne plus adaptée pour nous faire un overview de ce sujet qui est vraiment un sujet d'actualité scientifique et thérapeutique. Voilà, merci beaucoup de venir nous éclairer et nous instruire sur la lipoprotéine petit a, sa vie, son œuvre. Merci beaucoup, Gabriel, de ton invitation. C'est vrai que c'est un plaisir. Comme tu l'as dit, on se connaît depuis très très longtemps et c'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver chemin faisant autour de sujets qui peuvent permettre de faire des liens, en particulier entre les lipidologues et les cardiologues. Alors, je présume que j'utilise le partage d'écran pour... voilà. Vous m'entendez bien? Très On bien. t'entend très bien et on voit parfaitement les diapos. Parfait, super. Écoutez, tout d'abord, je tenais à vous préciser que j'ai eu effectivement le privilège, dans le contexte de la nouvelle société francophone d'athérosclérose que je pense vous connaissez, de piloter avec mon ami Eduardo Anglescano, en fait, la publication de cet article qui est donc un état des lieux des connaissances concernant la lipoprotéine petit a, et puis des propositions de recommandations. Euh, Ça a été vraiment un grand plaisir, c'était un groupe dynamique, mais bien évidemment, ce que je vais vous présenter là, c'est la synthèse du travail de ce groupe que j'ai eu l'honneur et l'avantage de piloter. Alors la LP petit a, bon, je pense que la majorité d'entre vous la connaissez, mais il faut bien sûr revenir à sa structure particulière et tout d'abord vous rappeler qu'il s'agit d'une LDL. Et je pense que ça, il faut garder ça à l'esprit. Et je pense que la majorité des cliniciens que vous êtes doit le garder à l'esprit parce qu'au final, beaucoup de ce qu'on va dire sur les relations entre l'athérothrombose et l'augmentation de la LP-pita sont liées à cette structure particulière, donc une LDL, riche en cholestérol estérifié et en ApoB. Mais sa particularité, c'est d'être associée à une autre apoprotéine. Elle a été initialement décrite il y a bien longtemps, en 1963, par un biochimiste suédois qui est Kareberg. Et elle se caractérise effectivement par associer par des ponts disulfures qui sont largement glycosylés à la particule LDL, à une particule qui s'appelle l'apoprotéine A. J'y reviendrai, elle a des particularités de structure, mais une de ses caractéristiques prééminentes, c'est d'avoir une parenté de structure avec le plasminogène, et on le comprend déjà à la simple observation de la structure, la possibilité d'interférer avec les phénomènes de fibrinolyse, la qualité de la fibrinolyse, et donc d'avoir des potentialités thrombogènes en complément de ces capacités athérogènes qui sont liées à sa structure de LDL. On le verra, c'est une structure très complexe qui est faite d'anneaux répétitifs que nos amis nordiques ont apparenté à la structure des gâteaux danois qui s'appellent les Kringles. Il en existe de différents types, de très nombreux. On verra que c'est en particulier la répétition des Kringle 4 de type 2 qui va conditionner la concentration circulante et le poids moléculaire de la lipoprotéine petit a. Alors, j'aime bien mes petites chèvres, simplement pour comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir bien en tête qu'on est dans cette problématique de la LP petit a augmentée, dans la question d'une très forte héritabilité. On dit que la transmission de la LP petit a, c'est à 91% d'origine génétique, ce qui vous montre bien que les parties environnementales, en particulier la diététique, n'ont que peu ou pas d'impact sur celle-ci. Il faut donc la considérer comme telle et s'y intéresser comme telle. En tant que cardiologue, mais j'ai compris en discutant quelque peu avec Gabriel juste avant qu'il n'y avait pas que des cardiologues dans l'audience, on est
dans une problématique qui est proche des autres formes génétiques d'hypercholestérolémie, en particulier l'hypercholestérolémie familiale. Donc, ce n'est évidemment pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais vous avez en tête qu'on peut avoir des élévations très marquées du LDL cholestérol, génétiquement déterminées sur un mode de transmission autosomique dominant, et que, ma foi, on connaît plus de 1500 mutations du LDL récepteur qui sont responsables de ces hypercholestérolémies, et qu'on garde en tête que le LDL, comme l'ApoB, qui est une cause d'hypercholestérolémie familiale, sont constitutifs de la LP petit a. Ce n'est pas le cas du PCSK9, qui est une autre histoire, mais une histoire bien intéressante, puisqu'elle nous a permis, grâce aux travaux de génétique, d'avoir maintenant à notre disposition les inhibiteurs de PCSK9, dont on verra un petit peu plus tard que ce sont essentiellement des molécules qui réduisent la concentration de LDL cholestérol. Elle a aussi un impact sur la réduction de la LP petit a, bien que moindre. Donc, on est dans une logique d'une LDL particulière, mais avec des capacités, on va le voir, athérogènes, mais aussi thrombogènes. Alors, effectivement, quand tout se passe bien, la transformation du plasminogène en plasmine va permettre une fibrinolyse de bonne qualité et la lyse du caillot. Et donc, nos artères ne vont pas se boucher. Malheureusement, quand la LP petit a s'en mêle, bien, les choses ne se passent pas de la même manière. Et vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure. Et de fait, cette parenté de structure donne à la LP petit a, par sa composante apo petit a, la capacité d'interférer et d'altérer la qualité de la fibrinolyse et en favorisant les processus de thrombose. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que se situe cette particulière LDL qui la singularise du LDL standard dont on a évidemment bien l'habitude quand on s'occupe de riscologie cardiovasculaire. Alors, ceci a fait l'objet de très nombreux travaux. Bien évidemment, l'objet de ma présentation du jour, ce n'est pas d'être exhaustif, mais vous retrouverez d'une part dans le papier des archives tout le détail et plus de détails de ce que je vous présenterai aujourd'hui. J'ai aussi transmis à Gabriel un papier en français qu'on a édité un tout petit peu après dans la revue du praticien. Pour ceux qui ne sont pas fans des lectures en langue anglo-saxonne, il fait la synthèse du papier en anglais en reprenant ses principaux éléments. Alors, si on veut déjà faire un petit point d'étape pour essayer de résumer les données que je vais vous présenter ici de manière rapide, hein, il faut bien le dire, bien donc la LP petit a, c'est une LDL associée à l'APO petit a. Sa capacité à intervenir dans un athérome accéléré est liée à sa composante LDL, ce d'autant que sa concentration augmente. Sa capacité à affecter la thrombose est liée à cette structure très particulière de la peau petit a et sa parenté de structure avec le plasminogène, une sorte de plasminogène dévoyé. Et donc, bien évidemment, on a ici toute une série d'explications à tout ce que je vous décrirai dès après, des nombreuses études qui ont montré un lien entre athérothrombose et élévation de la lipoprotéine petit a. On le verra, bien évidemment, ceci est conditionné par l'élévation de la concentration de cette lipoprotéine de manière assez logique. Hein. On va être dès la naissance exposé à une imprégnation par cette LDL particulière et on le verra, d'autant plus élevé que les isoformes qui viennent de papa et de maman sont de petite taille. Autre point qui, je pense, est d'intérêt pour les cardiologues, c'est qu'on a pu repérer dans sa structure la présence de phospholipides oxydés qui sont liés à l'ApoB et l'ApoB et montrés par des travaux qui sont tout à fait élégants, et en particulier notre collègue Capoulade, que je pense vous connaissez à Nantes, qui y a participé, et bien que ces phospholipides oxydés de la LP petit a favorisaient la production de calcification valvulaire et singulièrement, même s'il y a eu quelques papiers sur la valve mitrale, au niveau de la valve aortique. Alors pourquoi ces calcifications aortiques et donc éventuellement
le risque plus grand d'avoir des rétrécissements aortiques. Ça, c'est très mystérieux. Pourquoi cette localisation particulière? Peut-être que certains d'entre vous ont des éléments que je n'ai pas, mais en tout cas, nous n'en avons pas trouvé dans notre groupe de travail. Mais cette association particulière est clairement d'intérêt. Ah, ce serait bien que la diapo, voilà. Alors maintenant, on rentre un petit peu plus, je dirais, dans des aspects pratico-pratiques. Vous avez ici une cohorte, en l'occurrence coréenne, mais pour être caucasienne, qui vous montre la nature de la distribution plasmatique de l'ALP petit a, qui est, comme le disent nos amis anglo-saxons, très skewed to the left, très décalé vers la gauche et éminemment peu gaussienne, comme vous le voyez. Donc, selon les populations, effectivement, ça varie, plus élevé chez les Africains, moins élevé chez les Asiatiques ou les Caucasiens, mais la médiane de concentration, elle se situe, on va dire, entre 11 et 20 mg par décilitre, ou 0,10 à 0,20 mg par décilitre. Mais sa caractéristique principale sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est, vous le voyez, le très large spectre de concentration, puisqu'on peut aller de concentration très basse, 0,01 maintenant exprimé en grammes par litre, je reviendrai au mode d'expression de la concentration, jusqu'à plus de 3 grammes par litre. Donc vraiment un très large faisceau de concentration. Et ça, c'est un point qui est d'emblée important parce qu'évidemment, il y a une discussion sur le seuil à partir de laquelle l'ALP petit a doit être considéré comme étant lié à un risque athérothrombotique. Je vais y revenir. Mais d'emblée, j'attire votre attention que si on prend des cohortes de ce type, et on pourrait le faire à nouveau sur des cohortes d'autres origines ethniques, eh bien, vous voyez qu'il y a 25% de sujets qui vont avoir des LP petit a à plus de 30 mg par décilitre, 14% à plus de 50 mg, ce qui est 0,5 g par litre, qui, pour la petite histoire, est pour le moment le seuil qui est retenu comme étant un seuil de risque athérothrombotique et souvent d'ailleurs repris dans beaucoup des études sur lesquelles je reviendrai, en particulier d'évaluation de médicaments qui sont susceptibles de faire baisser l'ALP petit a. Donc, quand vous voyez ce très large spectre de concentration, vous ne pouvez que constater qu'en fonction du seuil qu'on va déterminer comme étant pathogène, ça va concerner énormément de gens. En France, si on a un seuil effectivement à 0,5, ça représente de 9,6 à 13 millions de sujets. Dans le monde, ce serait plus de 20 milliards, donc c'est absolument énorme. Et ceci n'est peut-être pas étranger à ce qu'il y a un petit moment, en 2005, nos édiles aient décidé de dérembourser le dosage de l'ALP petit a. Si on fait des dosages très largement, eh bien effectivement, ça va éventuellement concerner beaucoup de gens. C'est d'ailleurs un point de discussion des recommandations sur lequel je vais revenir. Mais en tout cas, une distribution très large et vous le voyez, un nombre de sujets qui, en France, dans le cas particulier, pourrait être à plus de 10 millions de sujets qui sont supérieurs à 0,50 g. Ensuite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ces concentrations de très basses à très élevées sont clairement en rapport avec la structure particulière de l'ALP petit a, en particulier sa composition en isoformes. Et le message est ici que plus vous avez des isoformes de petits poids moléculaires, en particulier de paternelle et ou maternelle, eh bien, plus votre concentration de LP petit a va être élevée. Alors, les mécanismes ne sont pas forcément clairs, c'est lié probablement au trafic et la liaison entre les LDL et les apoptypes, les molécules d'apoprotéine A qui se lient au niveau du foie. Mais ceci est hypothétique. Mais en tout cas, plus on a d'isoformes de bas poids moléculaire, plus la concentration de LP petit a va être élevée. Alors, ça n'a pas d'implication en pratique médicale courante, mais je vous le préciserai juste après. D'aucuns étaient capables d'évaluer justement la composition relative d'un plasma en isoforme
paternelle et maternelle et faire la part des isoformes qui étaient à risque pour une concentration donnée. Alors, les dosages, ça c'est vraiment une question importante et j'aime bien la formule qu'avait choisie Cronenberg lors d'un symposium concernant la L-peptida où il faisait le point des dosages, et dans son meilleur anglais, il avait qualifié de cette question de potpourri of problems. Donc, comme vous le comprenez, le dosage de la L-peptida, c'est une question qui occupe les experts et en particulier nos amis biochimistes de longue date, et qui n'est pas une question simple. Bon, il faut veiller aux conditions de dosage, sérum frais, on sait qu'il y a des difficultés de calibration. Bon, sachez qu'actuellement, en tout cas, je pense que c'est ce qui doit être le cas à Bichat, il y a des techniques immunoturbidimétriques ou immunonéphélimétriques. Il y a une dizaine de kits commerciaux qui permettent de faire ce dosage, et leur spécificité, c'est d'utiliser des anticorps qui sont dirigés contre les isoformes non répétitives d'apoptita. Et c'est ce point, cette variabilité de taille de l'apoptita qui est un sujet délicat pour obtenir un dosage de qualité et sur lequel les experts, et en particulier ceux de l'IFCC, continuent à réfléchir de manière très approfondie. C'est-à-dire que dans l'état actuel, on n'a pas encore le golden standard et ça reste un dosage qui peut être discuté d'une technique à l'autre. Alors le dosage, il est exprimé en milligrammes par litre, en milligrammes par décilitre, mais là encore, les biologistes, compte tenu de cette particularité de structure et la variabilité de structure de l'apoptita, préféreraient que la concentration s'exprime en nanomoles, ce qui permet en partie de s'affranchir de ce biais qui est lié à la variation de taille de l'apoptita. Donc, actuellement, les dosages sont rendus en règle en grammes par litre en France et en nanomoles par litre. Le seuil qui est retenu comme un seuil de pathogénicité est de 0,50 g, c'est-à-dire 125 nanomoles. On verra que là aussi, ces équivalences sont relatives, mais c'est pour que vous ayez un bon ordre d'idée. Il faut aussi savoir, et comme vous l'avez compris, comme la L-peptida, c'est une variété de LDL, et qu'on calcule le LDL par la formule de Friedewald, bien qu'il existe des formules, et je terminerai ma présentation avec deux situations cliniques qui me paraissaient intéressantes, et vous verrez que ce n'est pas innocent parce qu'on a des seuils de LDL pour nos patients en prévention primaire ou secondaire, et que il faut savoir que quand vous avez des valeurs de LDL importantes, vous avez la possibilité d'avoir un LDL qui s'exprime de manière corrigée. On sait discuter, ce n'est pas parfait, mais enfin, pour les cliniciens, je pense que ça a réellement un intérêt. Vous voyez que la formule est relativement simple. Si on exprime cette concentration en grammes par litre, le LDL corrigé, ce sera la valeur du LDL cholestérol calculé par la formule de Friedewald, moins 0,3 fois la masse de LP petit a. Donc, c'est tout simple. J'y reviendrai. Autre écueil, depuis 2005, la LP petit a n'est plus remboursée. Et ce n'est pas faute que la SFBC, la NSFA, la SFC se soient interrogés à ce sujet et interroger les agences pour pouvoir obtenir que le dosage soit à nouveau pris en charge. Tel n'est pas le cas. Est-ce que c'est lié au fait que tout simplement on risquait de faire beaucoup de dosage pour pas grand-chose à l'époque où on n'avait pas de traitement en perspective? C'est possible, mais clairement cette question reste posée et ça fait d'ailleurs partie de ce qu'on a mentionné dans notre papier, car il est vraiment souhaitable, si on élargit la prescription de la peptida chez de nombreux patients avec des perspectives thérapeutiques, que évidemment ce dosage puisse être remboursé. Actuellement, il faut informer les patients, il leur en coûte de 17 à 20 euros. On peut obtenir, c'est notre cas dans notre CHU à Reims, je pense que vous voulez faire aussi à Bichat, d'obtenir une prise en charge dans un forfait global. Mais bon, pour certains, ça peut être un facteur limitant. Ensuite, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres techniques qui peuvent permettre d'aborder directement ou indirectement soit la concentration d'LP petit a ou d'APO petit a
ou les liens qui existent entre des facteurs génétiques et cette concentration circulante. Bon, il y a de nombreux polymorphismes qui sont décrits comme étant liés à la concentration de l'apoptita et qui sont liés à des particularités du gène de cette dernière, gène de l'ALP petit a. Je vous ai cité ici 2 polymorphismes qu'on retrouve dans beaucoup de papiers de la littérature, tout simplement parce que ceux-là sont clairement associés à une concentration plus élevée de LP-PITA. Et du coup, il y a toute une littérature qui a été très enrichissante, en particulier tout ce qui concerne la randomisation mendélienne, pour montrer les liens entre élévation de la LP-PITA, facteur génétique conditionnant sa concentration et risque cardiovasculaire. Comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, vous voyez qu'on peut faire des Western blots qui sont des techniques lourdes pour déterminer la proportion et la nature des isoformes, où étaient utilisées des techniques d'électrophorèse avec des QPCR, mais ça, c'est vraiment de la recherche. On l'avait fait un temps, hein, il y a même pas mal d'années où on travaillait sur l'alpépita et on pouvait dire que pour une concentration donnée, disons 0,7 g, eh bien, il y avait tel pourcentage d'isoformes de tel poids moléculaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir un pourcentage plus important d'isoformes de bas poids moléculaire permettait d'interpréter la pathogénicité qui était liée à l'augmentation de l'alpépita. Autre donnée que je n'ai pas mentionnée ici, mais vous pouvez le retrouver aussi dans la littérature du papier, des tests de thrombogénicité du plasma avaient été élaborés par Eduardo Anglescano, qui est co-signataire du papier, et qui permettait, avec une concentration donnée, de lier ceci à un degré de thrombogénicité du plasma. Ça a été publié, et c'est effectivement un autre abord qui était original de la pathogénicité de la LP petit a. Mais c'est de la recherche. Alors actuellement, eh bien, il y a un groupe européen, le groupe apoprotéines de l'IFCC, qui travaille sur des techniques de spectrométrie de masse et qui, en tout cas à leur dire, se rapproche du gold standard. Mais vous voyez que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on réfléchit et qu'on travaille sur l'ALP petit a. Dans l'immédiat, ce qui reste et restera la chose la plus simple et la plus simplement alliée à un niveau de risque cardiovasculaire, c'est le dosage plasmatique avec ce type de kit, mais on aura certainement mieux dans les années à venir. Alors maintenant, venons-en, et je passerai assez vite là-dessus parce que c'est bien décrit dans le papier et puis finalement les messages sont relativement simples. Au lien entre l'élévation de l'ALP petit a et les manifestations athérothrombotiques. Ici, cela concerne le risque d'infarctus du myocarde ou de mortalité coronarienne. Vous voyez ici, et c'est issu de ces très grandes cohortes qui, je pense, vous sont familières, la Copenhagen Heart Study ou l'Emerging Risk Factor Collaboration, avec des très grosses cohortes. Et vous voyez que l'augmentation, on a ici le seuil de 0,50 g ou 50 mg par décilitre, et des concentrations beaucoup plus élevées qui s'associent à une augmentation du risque relatif d'infarctus ou de mortalité coronarienne. Donc, il y a eu d'abord des études d'observation, puis des études prospectives qui ont confirmé cela de manière tout à fait convaincante. Je ne sais pas pourquoi il met du temps à passer, pardon. Alors ça, simplement, c'est pour vous confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à concentration équivalente de LP petit a, plus j'ai des isoformes de bas poids moléculaire, plus le risque cardiovasculaire va être important. Et ça, c'est lié à la concentration plus élevée ou la proportion des isoformes de bas poids moléculaire. Je ne comprends pas pourquoi ça passe mal. Voilà. En ce qui concerne les accidents ischémiques, donc les AVC, là, il y a aussi une littérature qui est moins robuste que pour ce qui concerne les accidents coronariens.
mais elle existe et on voit que là aussi, si on considère les quintiles les plus élevés, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit fumeur ou non fumeur, eh bien, il y a un lien entre les accidents ischémiques, hein, j'y insiste bien, pas les accidents hémorragiques ou d'autres types, et l'augmentation de la LP petit a. Et fait intéressant qui n'apparaît pas sur cette plaque, il y a un certain nombre de données de la littérature qui insistent sur les enfants, et en particulier les AVC chez les enfants, qui sont évidemment des situations pas fréquentes, sont associés et nécessitent donc ce souci du dosage de la LP petit a. Il y a en particulier des spécificités thrombotiques qu'on s'explique mal, mais qu'on retrouve chez les enfants. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les polymorphismes génétiques particuliers qui sont liés à LP petit a. Ils sont très nombreux, mais là aussi, ils ont permis de déterminer très clairement, il y a eu des études de génétique mendélienne très élégantes qui avaient un lien entre ceci, la concentration plasmatique élevée, et le risque de coroneuropathie. Donc, je n'y insiste pas, mais vous avez par exemple ce papier de Clark dans le New England en 2012, mais il y a eu d'autres et il y a eu des méta-analyses à ce sujet. Et puis, je le disais tout à l'heure, je pense franchement intéressant en termes mécanistiques, même si ça reste pas très clair, le fait qu'il y a très probablement un rôle particulier de la liaison entre les phospholipides oxydés et son lien avec l'apo petit a et la production de calcification aortique, et donc à terme le développement d'une sténose aortique. Donc on voit en particulier dans certains papiers récents qu'une LP petit a a plus de 0,90 g, qui correspond à 225 nanomoles, chez des sujets bien sûr plus âgés, s'associe à un risque 3 fois plus important de développer une sténose valvulaire aortique. Pourquoi cette localisation à nouveau? C'est vraiment singulier. Peut-être que certains parmi vous ont des explications à cet élément-là, mais moi, je n'en ai pas. En revanche, les sujets qui ont une LP petit a élevée sont à risque de développer une sténose aortique. Il a du mal d'aller de Reims à Bichat. Hop là. Donc, si vous voulez une synthèse qui peut temporaire de ce que l'on peut dire sur la LP petit a, c'est comme je l'évoquais, c'est le dosage plasmatique, même si vous avez vu qu'il y a d'autres manières d'aborder la pathogénicité, la spécificité des allèles, les caractéristiques génétiques de la LP petit a. Le meilleur prédicteur, il y a des papiers qui le démontrent bien, ça reste la concentration plasmatique malgré ses imperfections, et elle est clairement liée au risque, en particulier de maladies cardiovasculaires athéromateuses. Pendant un temps, on s'était interrogé sur une reverse causation, une causalité inverse, parce qu'on sait que l'augmentation de la LP petit a est constatée dans les situations de phénomènes inflammatoires ou de grand stress. Donc, effectivement, on pouvait se demander si après un infarctus, il n'y avait pas des augmentations, je dirais, artefactuelles. Mais ceci a pu être infirmé, et en particulier infirmé par les études de génétique mendélienne, qui ont bien montré qu'un certain nombre de polymorphismes liés aux allèles de petits poids moléculaires s'associaient à une concentration élevée et à une forte association avec, en particulier, les maladies cardiovasculaires et le risque de coroneuropathie. Alors, quelques situations particulières maintenant que je voudrais aborder avec vous, où il se justifie d'évaluer la LP petit a. Bon, comme vous l'avez vu, et comme vous le savez, les sujets qui ont une hypercholestérolémie familiale sont des sujets à très haut risque cardiovasculaire. Et même si c'est discuté, et en particulier les données du registre français d'hypercholestérolémie familiale, où il y a près de 9000 patients maintenant, et qui est un des plus gros registres européens, ne semble pas forcément confirmer cette donnée. En d'autres termes, il n'y a pas forcément de lien entre le fait que j'ai une hypercholestérolémie familiale et le fait que j'ai une élévation de la LP petit a. Les génétiques, même si l'hérétabilité dans les deux cas est très forte,
ne sont pas les mêmes. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que dans les deux cas, il s'agit d'une LDL stricte pour l'hypercholestérolémie familiale, homo ou hétérozygote, et particulière quand il s'agit de l'élévation de la LP petit a. Donc, ça veut dire simplement que lorsque vous êtes dans une situation, je pense au post-infarctus ou un sujet, un LDL à plus de 1 gramme 90, avant tout traitement, par statine en particulier, eh bien, il faut faire un dosage très systématique de la LP-PITA parce que c'est un facteur additif de risque chez ces sujets qui sont déjà à très haut risque. Et on le verra, les inhibiteurs de PCSK9 impactent ces deux molécules particulières que sont le LDL et la LP-A. Paresseuse. Voilà. La fonction rénale. Donc, vous voyez ici que la dégradation de la fonction rénale, depuis une fonction normale et une insuffisance rénale avancée ou un syndrome néphrotique, s'associe à une augmentation de la LP petit a. On l'a donc retenu comme étant une situation, cette dégradation de la fonction rénale, où il paraissait opportun de la doser au moins une fois, pour penser que cette augmentation de la LP petit a liée à la dégradation de la fonction rénale participe au risque athérothrombotique particulier que présentent les sujets insuffisants rénaux. Et vous voyez que lorsqu'on corrige l'insuffisance rénale, en particulier par une hémodialyse ou partiellement par une dialyse péritonéale, eh bien, il y a à nouveau une diminution de la LP-A, alors pas un retour à la normale stricte, ça on peut le constater chez les gens qui sont greffés. Ce n'est pas un retour à la stricte normalité pour les gens qui ont des épurations extrarénales de différents types. Le diabète. Alors, de manière simple, nous recommandons chez le diabète de type 1 et type 2 le dosage de la LP-A parce que tout simplement, c'est déjà une situation de haut risque cardiovasculaire. Mais le point sur lequel je voudrais attirer votre attention est inverse, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de papiers qui ont confirmé que les sujets qui avaient des LP-A très basses, en l'occurrence, vous le voyez ici à moins de 10 mg par décilitre, eh bien, avaient une incidence et une prévalence de diabète de type 2, en l'occurrence, pas de type 1, qui était plus élevée. Alors pourquoi? Eh bien, grand mystère. Là aussi, si vous avez une explication, comme la localisation des calcifications aortiques, je suis preneur, mais on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, une LP-A très basse, et ça existe, hein, il y en a même qui sont quasiment à niveau de l'indosabilité, eh bien, s'associe à un plus grand risque de diabète de type 2. Alors, un petit mot, là, je passerai rapidement. Sachez qu'il y a une littérature, mais qui est moins dense et qu'on retrouve plus volontiers une élévation de la LP-A chez les porteurs d'anévrisme aortique. Vous voyez ici une méta-analyse de 2017, et sur lequel il y avait un certain nombre de biais qui étaient interrogés, des traitements associés qui étaient insuffisamment renseignés. Il y avait des études génétiques, en particulier islandaises, qui allaient également dans ce sens, avec les deux fameux SNPs que je vous ai montrés, qui s'associaient à l'augmentation de la LP-A avec un odds ratio plus élevé d'anévrisme de l'aorte. On est de toute façon dans le contexte d'une pathologie, là également athérothrombotique. Donc, même si on ne l'a pas retenu dans les recours, puisqu'on estimait que le niveau de preuve n'était pas suffisant, sachez qu'il y a des données et que c'est une situation, je dirais, cardiovasculaire où la LP-A peut être élevée et intéressante à doser. Alors maintenant, venons-en à la question des recommandations. Pour d'abord se concentrer sur celles qui étaient avant qu'on produise notre papier fin 2021, la référence en particulier dans le milieu cardiologique, qui sont celles de l'EAS et l'ESC 2019. Et vous voyez ce qui était dit. Une mesure de LP-A doit être considérée chez tout sujet adulte once in a lifetime, donc une fois dans la vie. Et pourquoi? Pour repérer des concentrations très élevées, là vous voyez qu'ici c'est vraiment très élevé, plus de 1,80 g par litre, ce qui correspond à 430 nanomoles, et les experts de l'EAS-ESC établissaient une relation entre
le niveau de risque correspondant à cette concentration très élevée et le risque cardiovasculaire des hypercholestérolémies familiales hétérozygotes. Donc, vous voyez, chemin faisant, ce parallèle qu'on a constamment à l'esprit. Donc là, c'est, je dirais, une vision assez pragmatique de dire il faut repérer les L-peptida très élevés. Donc, de toute façon, et a fortiori si vous avez fait un sujet à risque cardiovasculaire, eh bien, faites ce dosage sans préjugés, puisque c'est différent d'un pays à l'autre du fait qu'il soit remboursé ou non. Et vous aurez cette information importante. De surcroît, si ces sujets-là ont des facteurs de risque associés, eh bien, ils en ont un autre en plus qu'on doit prendre en considération, ce qui alourdit le poids de l'ensemble des facteurs de risque. Alors, si maintenant on a une vision un peu plus globale, et je laisse de côté nos recos franco-françaises pour y venir juste après, vous voyez ici un résumé des 6 dernières recommandations, soit européennes, il y a EAS, ESC en particulier que je viens de mentionner, mais aussi britanniques, anglo-américaines. Et vous voyez en gros comment les recommandations se focalisent sur différents points. Il n'y en a que 2 qui proposent de faire le dosage once in a lifetime. Les 6 recommandations en question reconnaissent l'idée qu'une histoire d'athérosclérose accélérée, telle que mentionnée ci-dessous, et d'infarctus précoce, moins de 55 ans chez l'homme et moins de 65 ans chez la femme, c'est une circonstance où on doit faire le dosage. De la même manière, et là il y en a un petit peu moins, il y en a 4 sur 6, l'histoire personnelle de coronoropathie précoce, et en particulier si elle est associée à celle d'une histoire familiale, c'est aussi une circonstance où on doit être enclin à faire le dosage. Pour 5 sur 6 d'entre elles, eh bien, on considère que faire le dosage, c'est une façon de mieux stratifier le risque chez des sujets qui sont cette fois à risque élevé à modéré. C'est d'ailleurs ce qu'on avait retenu antérieurement dans un papier juin de 2017 entre NSFA, SCFE, les endocrinologues, SFD, et malheureusement pas les cardiologues avec nous à l'époque. Mais on retrouve cette notion de stratification du risque chez des sujets à risque moyen à élevé. Et puis un autre point important, parce que c'est vraiment une situation clinique, c'est cette idée, vous voyez, retenue par deux recos sur 6, que les sujets qui sont statino-résistants, dit autrement, qui malgré un traitement hypolipémiant maximum toléré, donc statine plus ou moins ésétrol, et n'oubliez pas que le questran, ça existe encore, eh bien, sont associés une évolutivité, une non-atteinte des objectifs de LDL, d'une part, et en particulier le fatidique 0,55 en prévention secondaire, et ou une évolutivité de la coronaropathie. Et ça, je vous le montrerai à travers ce petit cas clinique, eh ce sont des circonstances que l'on rencontre d'évolutivité, malgré tous les efforts que l'on fait pour maintenir les paramètres lipidiques à la cible. Donc, des recos, il y en a, elles ne sont pas toutes les mêmes, hein, et c'est toujours complexe, les recos, et la synthèse des recos. Donc, si on est franco-français, voilà ce que, de manière très résumée, vous retrouverez dans le papier. On estime que la L-peptida doit au moins être mesurée une fois chez tous les sujets au risque cardiovasculaire et ou ayant des antécédents familiaux de maladies coronariennes prématurées, comme on vient de l'évoquer, dans l'hypercholestérolémie familiale et l'ensemble des situations de diabète, qu'il s'agisse d'un type 1, un type 2, et l'insuffisance rénale, qu'on peut évidemment retrouver associée au diabète. Comme je vous l'avais dit, on insiste sur l'intérêt, puisqu'il s'agit d'une LDL, de la formule corrigée du LDL cholestérol, soit LDL cholestérol moins LP petit a en grammes par litre multiplié par 0,3. Et là, vous aurez votre vrai LDL cholestérol par rapport au seuil que vous fixez en prévention secondaire. Chez les patients d'origine caucasienne, on a retenu, mais ce n'est pas d'une originalité bouleversante, le seuil de 0,5, comme c'est le cas dans l'essentiel de la littérature, mais pour ceux qui participent à des protocoles sur les nouvelles molécules, on sait que certains retiennent des seuils un petit peu plus élevés. C'est un débat qui reste ouvert.
Et ça dépend aussi, vous l'avez compris, des isoformes particulières de la LP petit a pour une concentration équivalente. Après, on a insisté sur un certain nombre d'éléments d'ordre thérapeutique, et en particulier chez les sujets qui ont des LP petit a franchement élevés, donc c'est-à-dire à plus d'1 gramme par litre, soit 250 nanomoles, en disant haut et fort qu'il fallait que le traitement hypolipémiant, et je dirais d'une manière plus générale, l'ensemble de la prise en charge des facteurs de risque soit intensifié. Théoriquement, c'est ce qu'on fait, mais on sait qu'on le fait toujours imparfaitement. Et puis, on a aussi insisté sur le fait, même si c'était très discuté avec les reviewers et que le niveau de preuve est peut-être discutable, mais sur le fait que cette lipoprotéine athérothrombotique, si sa concentration était à plus de 1 gramme et qu'on avait d'autres arguments en faveur d'un athérome infraclinique, et en particulier un score calcique à plus de 400, ou une sténose carotidienne à plus de 50%, eh bien pour nous, c'était un argument pour proposer des petites doses d'acide acétylsalicylique. Alors maintenant, si j'en viens aux thérapeutiques, et je me rapproche parce que le temps tourne, il est 13h12 de la fin de cette présentation pour qu'on ait le temps pour quelques questions. Les thérapeutiques actuelles, en particulier les statines, les fibrates, les étimibes ou l'acide nicotinique qui nous avait donné beaucoup d'espoir, eh bien, aucune de ces molécules ne font baisser la LP petit a qui, vous l'avez bien compris, par ailleurs ne baisse pas sous l'effet des règles hygiéno-diététiques ou sous l'effet de l'activité physique. Donc, il y a même eu quelques papiers qui montraient qu'il y avait une augmentation de 10 à 15% de la LP petit a sous certains traitements par statine, et en particulier la rosuvastatine. Donc, si je mets de côté la N-acétylcystéine ou bien les hormones thyroïdiennes, qui sont des publications anecdotiques sur le sujet, la seule thérapeutique actuellement efficace et drastiquement efficace, c'est la LDL-aphérèse ou l'hypaphérèse. C'est le même principe, hein, une fois tous les 15 jours, à 1 400 € la séance, vous pouvez faire diminuer de 60 à 75% la concentration de LDL cholestérol et celle de LP petit a par la même occasion. Il n'y a pas de recommandation stricto sensu liée à la LP petit a, c'est pourtant un argument qui peut intervenir, en tout cas dans des discussions de cas singuliers, je vous le montrerai juste après. Là où c'était effectivement très intéressant, c'est que, eh bien, il y a des nouvelles thérapeutiques donc, qui sont arrivées. Je vous laisserai de côté des molécules spécifiques de l'hypocholestérolémie familiale, de l'hypercholestérolémie familiale, comme les inhibiteurs de l'AMTP ou de la CETP, mais les inhibiteurs de PCSK9, et je vais y revenir rapidement, alirocumab comme evolocumab, font diminuer beaucoup le LDL, plus de 60%, mais également, on le verra, de 20 à 30% l'ALP petit a. Donc ça paraît avoir un intérêt et est un argument supplémentaire pour prescrire des inhibiteurs de PCSK9 dont vous savez que les indications sont extrêmement encadrées et à quel point on peut être embêté, je l'étais encore ce matin, par les demandes d'accord préalables de nos amis du logigramme de la sécurité sociale. Et puis, plus intéressant et à venir, les oligonucléotides antisens, il y en a des anti-ApoB, mais surtout anti-APO petit a, comme le pélacarsen, qui est actuellement en phase 3, qui est proposé par le laboratoire Novartis, et qui, vous le verrez, font baisser de 60 à 80% les concentrations plasmatiques de LP petit a. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de ces diminutions dans des études de morbimortalité cardiovasculaire. Et puis, comme on est dans la modernité également, bien, il y a les siRNA, comme l'inclisiran, qui est le super successeur des inhibiteurs de PCSK9, mais qui est plus orienté vers le LDL cholestérol. En revanche, l'olpasiran, lui qui est actuellement en phase 2, fait diminuer à peu près comme le pélacarsen les concentrations plasmatiques de LP petit a. Donc, on les attend avec beaucoup d'impatience. Donc, d'ici, en gros, 3 à 5 ans, vous aurez sur le marché des nouvelles molécules extrêmement puissantes, susceptibles de faire diminuer la LP petit a, dont on espère qu'elles seront efficaces. Un petit mot, et Gabriel a participé, je l'ai entendu d'ailleurs présenter l'étude en question, avec Bittner et collaborateurs, à l'analyse de
des spécificités de l'étude Odyssey, que vous connaissez bien, qui utilisait la lirocumab, dont on a montré que sur des patients qui n'étaient pas au départ présélectionnés sur leur niveau de LP petit a, bien, il y avait un lien entre la concentration de LP petit a dans la cohorte Odyssey et les événements cardiovasculaires, premièrement, que deuxièmement, la lirocumab dans le protocole permettait une réduction de 20 à 30% de cette dernière, et que cette réduction s'associait, si la diapositive veut bien passer, pour une diminution de 15 mg par décilitre spécifique de la LP petit a, de manière indépendante de celle de la réduction du LDL cholestérol, à une réduction des MACE de l'ordre de 40%. Alors ça, c'est un point important. Vous voyez un papier 2020 publié dans le JACC et qui montre pour la première fois, et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres dans l'immédiat, qu'une réduction de la concentration plasmatique de l'LP petit a s'associe à une réduction significative des MACE. Alors clairement, cette étude, elle n'était pas construite pour ça. Et ce qu'on attend de manière impatiente, c'est les résultats des études spécifiques avec les molécules dont je vous ai parlé juste avant et qui sont dédiées à la diminution particulière de la LP petit a circulante. Voilà, c'est ces molécules-là qui agissent spécifiquement au niveau du foie. Ici, c'est les oligonucléotides antisens et qui font diminuer, vous le voyez, de près de 80% la LP petit a. Et ça, c'est vraiment très spectaculaire, a priori avec une très bonne tolérance clinique et qui seront injectés avec des intervalles qui seront de 2 à 3 mois, peut-être un peu plus. Donc, ce sont des traitements comme toute la nouvelle génération des médicaments hypolipémiants qui seront peu contraignants. En revanche, est-ce qu'ils seront chers? Je ne sais pas. Nous verrons, c'est probable. Alors, pour terminer, je voulais juste vous présenter une situation clinique familiale qui est liée à la LP petit a. C'est de la vraie vie, hein, c'est un patient que je suis, monsieur de 46 ans, maçon au chômage, qui avait des antécédents familiaux, bien sûr, de coronoropathie et d'hypercholestérolémie. J'avais aussi d'ailleurs suivi sa sœur, en particulier dans le contexte d'une grossesse avec une hypercholestérolémie familiale, ce qui était assez complexe. Je l'ai connu alors qu'il exprimait pour la première fois sa coronoropathie, bien bilanté bien sûr par mes amis cardiologues. Et déjà à l'époque, multistenté, il avait déjà fait 4 SCA. Il fumait encore un peu, mais il n'était pas diabétique, ni hypertendu, et il avait un IMC à 24,7. Donc, au moment où je le vois initialement, voilà quel est son profil lipidique. Vous voyez, avec déjà une association puissante, 80 mg d'atorvastatine et 10 mg d'ézetimibe. Et vous voyez que c'est compliqué puisque son LDL est à 2,58 g. À l'époque, bien sûr, on évoque une hypercholestérolémie familiale. Il est génotypé et ce génotypage est négatif. Bon, alors que faire? Surtout bien le soigner. Alors, il fait de manière régulière, monsieur très, très courageux et volontaire, SCA sur SCA. Et le temps passe, on lui rajoute bien sûr des stents. À l'époque, il doit en avoir 7 ou 8. Donc, on s'interroge sur éventuellement des dosages complémentaires et vous le comprenez bien, en particulier celui de la LP petit a. Donc, on est à 6 SCA, il a toujours la torva et les étrols. On aurait pu lui rajouter du questran, mais à son LDL très élevé s'associe une LP petit a qui est à 1,56 g. Donc, vous le voyez, très élevé, et qui explique l'évolutivité de sa coronaropathie. Donc, j'ai la possibilité de l'inclure dans le protocole Fourier et dans le bras, on le saura après, qui est le bras actif. Et vous pouvez observer ici l'efficacité de l'évolucumab, une fois tous les 15 jours. Le LDL ne baisse que de 8%, c'est vraiment surprenant, et la LP petit a de 7%. On décrit des baisses bien plus importantes pour l'un comme pour l'autre. Alors, ça me permet d'insister sur une chose, c'est que c'est une question qui n'est pas pour le moment résolue, mais qui est évoquée par certains. Est-ce que le fait d'avoir une LP petit a très élevée ne contribue pas à une résistance aux inhibiteurs de PCSK9? Ça ne plaît pas beaucoup au laboratoire, mais la question mérite d'être posée. Alors, que faire? Puisque vous voyez qu'il bénéficie du max de la qualité des bons traitements, eh bien, on a décidé, il l'est maintenant depuis 2 ans, alors qu'il est entre-temps
bien sûr, il a eu quelques stents en plus et qu'il a une insuffisance cardiaque d'origine ischémique, eh bien, il est en LDL, LP petit a aphérèse depuis 2 ans. Une séance tous les 15 jours. Ça concerne maintenant très peu de patients en France, hein, moins de 150. À 1 400 €, je vous le disais, la séance, pris en charge par la collectivité. Et ça permet de normaliser son LDL cholestérol comme ça, LP-PITA, parce que c'est très efficace. Et pour le moment, de le stabiliser relativement de sa coronaropathie. Je dis bien relativement, même si c'est un sujet à très, très, très haut risque, associant donc, en dehors du tabac qu'il a fini par arrêter, ouf, une LDL, un niveau de LDL très élevé, une LP-PITA également très élevée. Alors du coup, comme on se connaît bien, qu'on discute beaucoup, on évoquait évidemment sa famille, monsieur qui est veuf, et il a un jeune fils de 21 ans, que j'ai fini par voir, mais après pas mal de temps. Et vous voyez son profil lipidique. Il fume comme son papa, malheureusement, 15 cigarettes par jour, et il a un léger surpoids, il a un IMC à 26,9. Et bien, vous voyez, malheureusement, il a hérité, alors en un peu moins grave, du phénotype lipidique de son père, c'est-à-dire une LDL, une valeur de LDL à 1,90 g. C'est le seuil où on commence à envisager l'hypercholestérolémie familiale, donc je vous rappelle qu'ils ne l'ont pas. Et puis, un dosage de LP-PITA qui, curieusement, m'a été rendu à l'époque comme supérieur à 250, je n'avais pas la valeur précise, mais comme papa là aussi, un LDL donc à plus de 1 g par litre. Donc, il est très clair que ce sujet tabagique à LDL franchement élevé et LP-PITA franchement élevé est un sujet à haut risque cardiovasculaire. Et on a malheureusement dans notre patientèle perdu, par exemple, des jeunes hypercholestérolémiques familiaux à l'âge de 20 ans. Nous, un de nos étudiants en médecine est décédé à 20 ans et il avait un profil très proche de celui-là. Là, il en a 21 et vous voyez quand même que si on corrige là, le LDL qui est à 1,93 pour être précis, j'ai un peu joué sur les chiffres pour avoir des chiffres ronds, de son niveau de LP-PITA, 1,93 moins 0,33, on est à 1,60 de LDL réel, plus LP-PITA élevé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'être logique vis-à-vis des recos, bien sûr, règle hygiéno-diététique et 10 mg de rosuvastatine. Bien, vous voyez que son LDL descend à 1,13 g, donc véritable efficacité. Sa LP-PITA ne bouge pas, mais que son LDL corrigé, là, si on raisonne en termes d'objectifs thérapeutiques en prévention primaire, il est atteint puisque vous avez un LDL qui a moins de 1 g par litre. Alors, est-ce qu'il faut descendre plus bas en raison de l'LP-PITA élevé? Ça peut se discuter et le renforcement du traitement hypolipémie peut tout à fait se discuter. Le sevrage tabagique sur lequel il faut être particulièrement volontaire et pas simplement sur la base de bons conseils. Êtes vous-même prescripteur de substituts nicotiniques, ce qui est mon cas. Et si ce n'est pas le cas, avoir un lien avec l'équipe de tabacologie ou d'aide au sevrage tabagique, ce qui est absolument indispensable. Sinon, on peut faire ce qu'on veut en termes de prescription d'hypolipémiant et finira par faire son infarctus. Donc, on va y arriver. Mais est-ce qu'on doit faire d'autres choses en termes thérapeutiques? Et là, ça nous ramène aux propositions qu'on avait faites, je vous le rappelle, puisqu'il a un LP-PITA à plus de 20 grammes. On dit le traitement hypolipémiant doit être intensifié. Donc, j'ai posé la question, peut-être ramener son LDL plus bas encore que le 0,80 g. Et puis d'autre part, même s'il ne rentre pas dans cette case-là, puisque vous voyez que pour la prescription d'aspirine, on a retenu un score calcique à 400 unités à Gaston, ou bien une sténose carotinienne associée. Alors, ceci étant, j'attends son score calcique, que je vais avoir bientôt, pour savoir s'il rentre dans cette catégorie, et il pourrait se justifier d'associer une petite dose, à moins de 100 mg d'aspirine, par exemple, chez ce jeune patient. 2 mots avant de conclure pour vous dire qu'il y a des associations de patients à LP-PITA élevé. L'association anglo-américaine a fermé boutique faute de fonds, mais elle a un site qui est extrêmement intéressant sur lequel je vous invite à aller si vous êtes intéressé par le sujet. Et je vous demande de bien noter que l'association ANET, qui est celle des patients hypercholestérolémiques familiaux, a endossé il y a quelques semaines, enfin à la fin de l'année 2021, la LP-PITA comme étant un facteur comparable à celui du LDL à défendre
en termes de prise en charge, de dépistage et de thérapeutique adaptée. Annette a aussi un site sur lequel il y a des informations en particulier très précises sur l'hypercholestérolémie familiale, un petit peu moins sur l'ALP petit a, mais ça arrive. Je conclus donc, et le temps passe vite. J'espère avoir pu vous convaincre que l'ALP petit a était une lipoprotéine athérothrombogène dont la concentration est génétiquement déterminée. Il y a un lien qui est très clair entre le risque d'athérothrombose chez l'adulte, de sténose valvulaire chez le sujet âgé et d'AVC très probablement chez l'enfant. Ces mécanismes, on les connaît de mieux en mieux, mais ils sont complexes et restent encore partiellement élucidés. Je pense au rétrécissement aortique. Le dosage est simple, il reste non remboursé, il faut se bagarrer pour qu'il le soit, mais il reste le meilleur prédicteur du risque cardiovasculaire. Il y a beaucoup de recours. Nos recours françaises sont à votre disposition sur les papiers des archives. Et cet espoir de nouvelles thérapeutiques est très stimulant, donc d'ici, on va dire, 3 à 4 ans. Et les papiers les plus récents nous disent qu'une réduction de 0,65 g à 1 g par litre, donc vous voyez qu'il faut partir de concentrations élevées de l'ALP petit a, bien pourrait produire un effet équivalent à celui d'une diminution d'1 millimole ou 0,38 g de LDL cholestérol. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. J'étais un peu long. Il reste théoriquement, si j'ai bien compris, que 3 minutes, Gabriel, pour discuter. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Pour le moment, je n'entends personne. Alors, je regarde sur le chat. Bonjour Vincent. Ah, bonjour Merci Mathilde. beaucoup pour ce très très joli topo. Moi j'ai juste une question. Quand on dit qu'il faudrait mesurer la LP petit a qu'une fois dans la vie, est-ce que ça veut dire qu'en fait le taux de LP petit a ne varie pas au cours de la vie avec l'âge ou différentes pathologies? Écoute, il varie. Enfin, tu es une des signatrices de notre papier, donc tu connais le sujet mieux que beaucoup. Elle varie très peu, on l'a vu. Elle augmente quand même un tout petit peu avec l'âge, mais c'est marginal. Elle augmente quand même dans certaines situations particulières. Bon, là, je vais considérer uniquement la physiologie, en particulier chez la femme au moment de la ménopause. Mais en dehors de ça, il y a peu de situations de variation de la LP petit a. Et si on prend la question à l'inverse, ça veut dire aussi que tout ce qui est de l'ordre des règles dites hygiéno-diététiques que l'on promeut très largement dans le cadre de la prise en charge de l'hypercholestérolémie familiale, cette fois-ci, n'a aucun impact sur la LP petit a circulante. Ok. Et tu as cité aussi la spectro de masse comme technique standard maintenant pour le dosage. Tu veux dire pour le dosage de la LP petit a ou pour essayer de dissocier les isoformes? Ouais. Écoute, autant que je sache, l'idée, c'est d'avoir un standard pour le dosage de la LP petit a. Je crois que la commission de l'IFCC travaille aussi sur la question des standards d'APO petit a, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un standard pour le dosage de la LP petit a. Alors, finalement, ce qu'on a à nos dispositions, c'est pas si mal, hein, et quand on reprend tous les différents papiers, au final, avec notre bonne technique immunonéphélémétrique, eh bien, on arrive à avoir des choses qui sont acceptables, mais on a encore besoin de progresser et on attend que nos amis biologistes nous proposent un golden standard. On attend. Voilà, nous attendons. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie, merci à toi, puisque vous avez été très, très active, en particulier les femmes du groupe, dans la rédaction du papier LP petit a, je dois le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que Gabriel devait nous quitter pour un cours, mais je suis à votre disposition. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Non. Mais écoutez, il est 13h30, donc comme ma mission, c'était que nous arrêtions après avoir discuté à 13h30. Je vous remercie tous de votre attention et j'ai transmis à Gabriel Steg le papier en français, puisque je pense que le papier des archives, vous l'avez, le papier en particulier de la revue du Prat. Oui, Gabriel nous l'a transmis dans le chat. Ah ben, très bien. Voilà, il dit bravo.
Voilà, et je salue en passant Stéphane Loyot que je vois parmi les participants et je sais on s'était croisés lorsqu'il travaillait avec Eduardo Anglescano sur le sujet. Voilà, au revoir à tous et bonne journée. Merci, au revoir Vincent. À Au bientôt, revoir, Mathilde. merci. À bientôt. Merci. Au revoir.